Et une chanson douce que me chantait Cavendish en suçant Morkov. J'écoutais Patrick en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, Eddie, car ton record est doux comme la mousse des bois. D'où début d'émission, on relivre aujourd'hui, les amis, car Cavendish, ça y est, il a ce record, on en parlait depuis le début du Tour de France, ça y est, il a gagné aujourd'hui, 34e victoire pour Mark Cavendish, qui égale un Est-ce que cette record chanson, tu l'as historique. prise à un viewer qui te l'a mis sur Eh bien les oui, commentaires YouTube? exactement, mais je comptais le dire. Évidemment, tu as tout vu, j'allais en parler, j'allais chercher son nom. Comment ça va les copains, la forme? Ça va, très bien. Ouais, très bien, Joseph. Bon, bah tant mieux. Écoutez, on a vécu une étape tranquille, hein, on va pas se mentir, globalement tranquille. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Bien Vous avez fait une sûr. petite sieste ou pas? Non, moi, j'ai pas eu le temps de faire de sieste, hein. J'avais d'autres trucs à faire, mais tu vois, on parlait des étapes en intégralité hier. Je t'avoue que celle-là, je l'ai pas regardée depuis le départ. Non, moi, pareil, pas de sieste, mais un dodo très tard, vu que je suis rentré des finales NBA vers 8h, 8h30, le temps de m'endormir, etc. Bah, je me suis réveillé à peu près pour les 50 derniers kilomètres. Donc voilà. Et encore, en plus de ça, j'avais quelques trucs à faire avant de me concentrer sur le sprint. Donc j'avoue que j'ai pas regardé l'étape en intégralité non plus. Ouais, bon, moi, j'ai pas je vais avouer que moi aussi, il y a un moment, quand j'ai vu qu'ils avaient été repris à 50 bornes de l'arrivée, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas, je vais peut-être un peu lâcher là, 10 petits kilomètres pour revenir après. Je suis revenu, il y avait Quentin Paché qui était devant. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Il se passe des trucs étonnants dans ce Tour de France, mais pourquoi pas. Donc voilà, cette Bientôt disque d'or, victoire, Joseph. Ça dit dans le chat. j'adore parce que c'est très partagé. Mais moi, je serais très partagé aussi à cette idée des chansons, mais ça me Il y a fait le rire. vice-pro qui dit l'album, ça sent le fiasco, alors qu'en vrai, s'il y a tous les gens qui nous regardent, qui vont le streamer sur Deezer et Spotify, ça peut Ouais, cartonner. Non, ce ouais, sera mais un fiasco quand même. je demande très clairement que ça reste dans un cercle intime de roue libre et de la quotidienne, que ça ne sort pas sur les réseaux sociaux et qu'on en reste comme ça à la petite blague ensemble et ça me va très bien. Pas plus loin, les amis, pas plus loin. Donc, le débrief aujourd'hui, 34e victoire Cavendish qui rejoint Merckx. On aura un débat qu'attendre de la suite du Tour de France, parce que Pogacar, quand même, a une belle avance. Donc, on va voir si les Pyrénées peuvent servir à quelque chose. Et vous allez avoir aussi d'autres attentes envers certains coureurs en particulier. Preview de la 14e étape. Demain, attention puncher, il peut y avoir à Quillan des coureurs qui peuvent être très intéressés par la victoire d'étape. La rétro aujourd'hui, à Montes, Robin. Ouais, on va reparler, on va réutiliser un peu ces livres-là, et on va parler de Federico Bahamontes, parce que aujourd'hui, il a 93 ans et que c'est le vainqueur du Tour le plus ancien encore en vie. Donc voilà, on va se concentrer un peu sur son Tour 59 et sa victoire. 93 ans, bordel. C'est beau, c'est magnifique. Et on aura donc, comme d'habitude, la chatroom et le quiz pour terminer. Du coup, premier sujet, le débrief et la victoire de Cavendish. Voilà, c'est ce chiffre-là d'abord qui nous intéresse, les amis. 34 victoires d'étape. Robin, du coup, je te donne la parole parce que toi, tu y croyais vraiment. J'étais un peu entre vous deux, je dois l'avouer. Tu y croyais vraiment. 34 victoires, c'était attendu. Voilà, il le fait. Qu'est-ce que Ouais. ce chiffre signifie pour toi? Bah, c'est énorme, même si bien sûr Merckx et Cavendish n'ont rien à voir en tant que coureur, que Merckx a couru moins de Tour de France que Cavendish. Voilà, on est dans une époque qui est complètement différente où tu peux plus remporter, je pense, 8 étapes du Tour de France comme avait pu faire Merckx, comme avait pu faire Freddy Martens ou Pélissier. Donc arriver à ce total de 34, ça veut dire énormément pour Mark Cavendish. On avait déjà entériné il y a un petit moment le fait qu'il était le plus grand sprinter de l'histoire. Mais là, il passe encore une étape là, dans ce débat-là. Et voilà, il a un argument de plus. C'est tout simplement incroyable. Et surtout, pour moi, au-delà du fait que tu archi-domines les sprints, ça montre aussi ta régularité et ta longévité. Parce que Cavendish, il gagne des étapes sur le Tour depuis 2008. Et que pour atteindre ce total de 34, il faut dominer. Mais pendant longtemps, on l'a vu, Marcel Kittel, il a pu avoir à un moment une domination qui était presque aussi forte que celle de Mark Cavendish dans ses grandes années, sauf que Marcel Kittel, il n'a pas duré aussi longtemps.
et ça va être le problème entre guillemets de beaucoup de sprinters qui vont vouloir s'attaquer au record de Cavendish, c'est que il va falloir être là pour pas mal d'années pour aller le chercher, quoi. Ouais, comme tu dis, Robin, par rapport au Tour de France des années précédentes, notamment ceux de Merckx ou de Martens, c'est trop dur aujourd'hui. Le Tour de France, c'est tellement professionnalisé et tellement et limite presque comment on peut le dire, mais c'est du papier à musique, quoi. Tu sais exactement ce qui va se passer tel jour, tel scénario, etc. Que ça C'est devient surtout qu'un dur. Cavendish ne peut pas gagner les étapes du Ventoux ou de manière générale les étapes de montagne, alors que Merckx, lui, gagnait partout Et c'est dans ça. une Et époque où il n'y avait pas de dans, spécialisation. dans un Tour de France qui fait de moins en moins la part belle au sprint aussi, c'est un record qui va faire marque et qu'il ne faut surtout pas minimiser, même si évidemment, depuis sa victoire tout à l'heure, on entend beaucoup des oui, mais Merckx, c'est différent, il gagne en montagne, il gagne sur le plat, il gagne en solitaire, etc. Mais évidemment, l'idée, c'est pas de comparer les deux records. L'idée, c'est de faire comprendre aux gens qui nous regardent la portée des 34 victoires de Mark Cavendish sur ce Tour de France, la longévité de 2008 à 2021, des tours à 4, 5, 6 victoires, c'est extraordinaire. Et surtout, tu parles de la plus grande course de l'histoire. Merckx restera toujours celui qui a gagné 5 Tours de France, comme Hinault, comme Indurain et comme Anquetil. Mais voilà, maintenant, Cavendish, c'est celui qui a remporté le plus d'étapes sur le Tour. Alors, à égalité avec Merckx pour l'instant, peut-être qu'il va le dépasser. Mais ça veut dire quand même énormément de choses quand tu es le mec qui a gagné le plus d'étapes sur la plus grande course du monde. Tout à fait. Cavendish, meilleur sprinter de l'histoire, demande Bilal. Du coup, Polo, on peut démarrer par un petit sondage, savoir ce qu'en pensent les gens comme ça. Oui ou non, est-ce que ce record vraiment le classe un peu plus comme meilleur sprinter de l'histoire? Je ne suis pas sûr que ce soit ce record-là qui fasse changer d'avis l'un ou l'autre sur cette question-là, parce qu'il ne bat pas S'il y en a qui véritablement un doutaient, peut-être que cet accomplissement-là fait pencher la balance. Après, moi, je pense qu'il était déjà le plus grand sprinter de l'histoire. Oui, moi aussi, sprinter. je le pensais déjà. Et ceux qui sont dans le chat, pour vous, ceux qui pensent que il ne l'est pas, ce serait qui selon vous? Un Zabel, Abdul-Jabbarov, un Cipollini, voilà, ce genre de noms peuvent-ils être entendus dans ce débat-là selon vous? Et quel est votre choix, quoi? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte quand on parle Jimmy Casper. du meilleur sprinter de l'histoire. Il y a le nombre de victoires, il y a les victoires que tu as gagnées, il y a où est-ce que tu as gagné aussi, et il y a le charisme. Je trouve que là, on oublie aussi quelque chose, c'est dans le sprint, c'est que le côté charisme est hyper important. Et là, pour le coup, Cavendish en a. Cavendish a gagné plus de 150 victoires. C'est maintenant le recordman d'étapes gagnées sur le Tour de France, champion du monde, vainqueur de monuments, d'un monument. Voilà, c'est quand même compliqué. Et bon courage à celui qui voudrait m'argumenter quelqu'un d'autre, parce que Cavendish regroupe tous les éléments pour être le meilleur sprinter de l'histoire du cyclisme. C'est ça, je pense que Joseph, tu as cité les bons noms. Hein. Si jamais on devait avoir un débat, on parlerait de Cipollini, de Zabel, on parlerait de Darrigade, peut-être de Martens. Mais le problème aussi, quand tu remontes dans ces années-là, c'est que Martens, c'est pas que un sprinter, c'est quand même un mec qui a gagné la Vuelta. Et Darrigade, c'est un gars qui partait dans des échappées un jour sur deux. Donc, la définition de sprinter telle qu'on l'a aujourd'hui, si tu compares à Cipollini et Zabel, tu es encore dans un cadre similaire, mais quand tu commences à t'éloigner de 30, 40, 50 ans, tu sors du cadre du sprinter qu'on connaît aujourd'hui. Oui, et après, on pourrait se poser des questions encore plus détaillées, comme quel coureur, quel sprinter a le plus été dominant. On pourrait avoir Marcel Kittel qui rentrerait dans le débat, par exemple. Exactement. Mais là, les chiffres de Mark Cavendish, du coup, 34e victoire sur le Tour de France, 4e victoire cette année, c'est assez fort hein, parce que il peut égaler, par exemple, le Kittel de 2017, qui en avait gagné 5. Il égale le Greipel de 2015, qui en avait gagné 4. Et il dépasse par exemple le Ewan de 2019 qui en avait gagné 3 par exemple. La photo que je voulais montrer, c'est celle-là, celle de la ligne d'arrivée. On voit donc que Cavendish l'emporte. Mais surtout, je voulais aussi parler du travail de Michael Morkov. Polo, tu as tweeté Michael Morkov, meilleur sprinter de ce Tour de France. Est-ce que tu le penses vraiment? Bah écoute, oui, honnêtement, ouais, je vais te le dire, honnêtement, je le pense. Quand tu le vois amener les sprints, déjà quand tu le vois faire ce qu'il fait depuis maintenant 2 ans,
3 ans sur les sprinters qu'il amène aux victoires chez Quick-Step. Et surtout, quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui sur ce tour où il est obligé de freiner pour ne pas remporter l'étape du jour. Oui, moi je pense qu'un Michael Morkov est aujourd'hui le meilleur sprinter, celui avec la meilleure pointe de vitesse, le meilleur finish de ce Tour de France, devant Cavendish, devant Philipsen et devant les autres. Je pense vraiment qu'il est le meilleur de tous ces gens-là. Robin. Bah, je pense que quand même, s'il devait jouer les sprints lui-même, il lui manquerait peut-être quelque chose. En fait, l'effort de Morkov, il est impressionnant. Bon, déjà aujourd'hui, il fait 2 parce qu'il y a une petite cassure dans le peloton, enfin dans le groupe des sprinters qui fait que tout le monde ne sprinte pas vraiment. On voit sur la photo derrière un Boigny, par exemple, qui est en roue libre quasiment quand il termine. Et du coup, bon, qui sprint, il y a Van Poppel, mais il revient un peu loin. Il y a Garcia Cortina, mais qui a fait un effort qui est parti aux 500 mètres. Et il y a Philipsen qui n'arrive pas à déborder Cavendish, mais je pense que Philipsen, il s'est fait piéger, entre guillemets, parce qu'en fait, il est resté dans la route Cavendish jusqu'à ce que Cavendish lui-même déborde Morkov. Sauf que Cavendish, il a décidé de déborder Morkov super, super tard. Donc en fait, Philipsen, il allait manger Morkov et se battre peut-être même avec Cavendish, mais il est sorti tellement tard qu'il avait plus le temps de faire un vrai sprint, Philipsen. Je crois que Cavendish, honnêtement, il sort de la route de Morkov, il doit rester 75 mètres. Il reste moins de 100 mètres. Donc, c'est assez impressionnant. Après, Morkov, il est pour moi monstrueux, mais dans un effort, je pense, plus long. Je pense que sur un sprint de 150-200 mètres, il se fait manger. Mais sur un effort de 400 mètres, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui peut aller plus vite que lui, je pense. Oui, non, c'est vrai. Moi, je suis un peu rigolard, mais l'effort d'un sprinter, d'un finisher, avec l'effort d'un poisson pilote, c'est 2 efforts vraiment différents. Je me souviens d'une interview de Mark Renshaw que j'avais lu il y a longtemps qu'il expliquait parfaitement. Donc, évidemment, je suis un peu de provoque, mais par contre, si demain tu me dis qu'à Libourne, la Quick Step veut la jouer pour Michael Morkov, je pense que Michael Morkov sera pas loin d'être sur la plus haute marge du podium à l'arrivée, quoi. Oui, Ça oui, parce que aussi, ça veut dire qu'il sera emmené comme il faut. Ouais, exactement. J'ai noté quelques noms de poissons pilotes qui, dans l'histoire, ont pratiquement atteint le niveau du sprinter qu'ils lançaient, au point d'en finir 2e, des fois 3e. Donc, effectivement, Polo, tu cites Mark Renshaw, qui, avec Cavendish, a gagné 59. Enfin, Cavendish, en étant lancé par Renshaw, Le duo, quoi. a gagné 59 victoires. Il y en a eu d'autres. Kittel était énormément lancé par Degen Kolb. Chez Argo Shimano, ils formaient vraiment un duo qui s'entendait très Au tout bien. début, ouais. Gaviria a été très bien lancé par Ikeze. Bennett était très souvent lancé par Archbold. Viviani par Sabatini. Et alors, le poisson pilote qui vraiment a lancé la mode, c'était Matteo Fanini, qui a été le poisson pilote de Cipollini à la Saeco et de Zabel à la Télécom. Et là, on a vraiment les noms qui se rapprochent. Mais par contre, on se rend compte quand même qu'aucun de ces coureurs-là, hormis de Genkolb, mais dans un autre style, a été un sprinter de haut niveau quand même. Ouais, c'est comme Renshaw un peu. Ouais, mais c'est léger. On peut rajouter Stigmans aussi, qui lui aussi a fait quelques résultats qui emmenaient pas mal Boonen. Tu me dis si je dis des bêtises. Non, c'est ça. Si je Ils dis avaient des fait un bêtises, doublé. Robin. Ouais. Ils avaient fait un doublé à Gand sur le Tour 2017. Stigmans fait 1, Boonen 2 et Boonen n'avait pas doublé son poisson pilote. C'est ça. Et lui, pour le coup, c'était le souvenir que j'avais. J'aurais pas ni l'étape ni l'année. Merci Robin. Mais voilà, c'est exactement ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est que c'est quand même des efforts différents. Et aussi, quand tu es poisson pilote, tu as aussi une pression en moins que les sprinters ont. On parle beaucoup de Sam Bennett depuis le début de ce Tour de France et du fait qu'il n'est pas là, qu'il est absent, que d'après le faire, ce serait parce qu'il ne supporte pas la pression. Tu n'as pas la même pression quand tu es Sam Bennett que quand tu es Michael Morkov. Hein. Et ça peut aussi jouer. Est-ce qu'un Michael Morkov embrasserait la pression comme sait le faire Cavendish depuis 15 ans maintenant? C'est aussi une autre question. C'est tout le débat et c'est pour ça que des mecs se dédient à ce rôle-là. Et je pense que le meilleur exemple, c'est Renshaw. Moi, c'est le gars qui m'a le plus impressionné en tant que poisson pilote. Je me rappelle du doublé qu'ils font avec Cavendish sur les Champs-Élysées où ils font 1 et 2, mais il y a 10 mètres avec les gars qui sont derrière et le mec qui fait 3e. Donc vraiment, Renshaw, il te célèbre ça comme tu as l'impression qu'il gagne en échappée. Et franchement, Renshaw, il avait été un énorme poisson pilote au départ chez Crédit Agricole pour Torushoft, ensuite pour Mark Cavendish, et il a voulu ensuite partir et être le numéro 1.
il était parti chez Rabobank Mm. et il a été le sprinter numéro 1 de Rabobank. Je ne sais plus combien de temps ça a duré. Il est très vite revenu pour emmener les sprints de Cavendish parce que ça ne marchait pas, parce que c'était à lui d'assumer la pression. C'était sur lui que quand ça ne marche pas, quand tu gagnes pas, bah, on se retournait sur Renshaw. Mm. Alors que là, Renshaw, quand il emmenait les sprints pour Cavendish et que ça ne marchait pas, bah, c'était Cavendish qui devait assumer l'échec, entre guillemets. Donc ça n'a rien à voir. Et il y a quelqu'un qui parlait dans le chat de Gerald Ciolek, dans le chat pardon, de Ciolek aussi, qui était en effet le poisson pilote de Cavendish sur son premier tour victorieux en 2008. Et Ciolek aussi ensuite s'est émancipé de ça et a voulu aller faire ses propres sprints. Et c'était pas un sprinter monstrueux, alors que sur le Tour 2008, justement, ils font un doublé aussi avec Cavendish, 1 et 2. Je sais plus sur quelle étape, mais Ciolek fait 2. Et donc, on se disait, ce mec-là, s'il sprint pour lui, peut-être qu'il peut aller challenger Cavendish. Finalement, c'était pas tout à fait le cas. Ouais. J'ai mis une photo de Morkov, une autre photo, celle de Tim Declercq qui a terminé 1 minute avant les délais, qui est tombé parce qu'il y a eu de la chute quand même aujourd'hui. Il y a eu plusieurs abandons du coup. Celle de Tim Declercq est passé, mais Roger Kluge, qui était un des poissons pilotes de Caleb Ewan, a abandonné. Le poisson pilote de KB. Ouais. Je ne sais plus si c'était comment. Lui ou l'autre dont j'ai oublié le nom, mais qui était le dernier poisson pilote. Mais voilà. Donc Roger Kluge qui abandonne, Lucas Hamilton et Simon Yates, qui étaient tous les deux ensemble, sont partis à la faute. Simon Yates, pareil, lui n'a pas été capable de repartir. Et Michael Gogol, lui, qui a carrément pas pris le départ. Voilà, je voulais juste faire un petit topo sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et un sprint quand même qui a été un peu houleux, on va pas se mentir, avec un Cavendish qui a dû jouer quand même pas mal des coudes. Mais malgré ça, il a quand même lâché 2 fois la roue de Morkov. Il a quand même fait 2 énormes efforts pour reprendre sa roue. Mais il termine quand même assez loin devant. Et la conséquence au classement du maillot vert que je mettais tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui qu'on se dit 100 points d'avance. Bon, à moins qu'ils perdent les 2 derniers sprints, qu'ils ne marquent pas du tout de points, que Matthews gagne les 2 derniers ou Philipsen et qu'ils prennent des points au sprint intermédiaire. Les gars, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui imagine Matthews ou Philipsen être capable d'aller chercher ce maillot vert? Non. Enfin, on l'a vite senti quand même dans ce Tour de France quand Cavendish a cherché sa 2e puis sa 3e étape. On a vite compris que le seul ennemi de Mark Cavendish, ce serait Mark Cavendish et sa capacité à passer les dernières étapes compliquées, notamment les Pyrénées. À partir de ce moment-là, même si Matthews et Colbrelli ont été vaillants, notamment sur des étapes qui leur conviennent un peu moins que celles d'aujourd'hui, tu savais quand même que c'était un peu des calculs d'apothicaire à partir du moment où ils étaient incapables d'embêter Cavendish sur des sprints massifs et que Cavendish prenait tous les points possibles. Et c'est bien parce qu'on va dire que ça récompense vraiment le meilleur sprinter, sûrement, enfin celui qui termine tout le temps premier. Parce que je sais que maintenant, quand on dit meilleur sprinter, il peut y avoir débat sur ce Ouais, mais certain, donc je respecte. Voilà, quand tu vois qu'il y a derrière, je pense qu'il n'y a pas un meilleur sprinter qui est derrière Cavendish au classement du maillot vert. Ouais. Et après, comme le dit Ulrich dans le chat, attention aussi à Colbrelli dans les Pyrénées. Hein. Il y a de belles étapes de montagne avec 50 points à aller chercher à chaque arrivée au sommet ou pas. Ou non, c'est pas 50 sur les arrivées au sommet. C'est pas 50 sur les arrivées au sommet ? C'est 30, je crois. Eh ben écoute, ça fait quand même des beaux points à aller chercher pour Colbrelli, il faudra se méfier. Ouais, mais après, bon, Cavendish, il va reprendre des points à Libourne potentiellement sur les champs. C'est une blague. Non, mais ça pourrait. Non, mais Colbrelli pourrait avoir en tout cas cette stratégie d'aller dans les échappées pour prendre des points. Et c'est vrai qu'il a fait la Tignes, il a pris 20 points justement. Donc il pourrait très bien le refaire. Mais je pense que même ça suffira pas. Ok, donc voilà pour l'étape du jour. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à noter, à part que Ineos et Bora ont tenté, ou alors plutôt placé par peur de coups de bordure. Ça va, Polo? Ça pue, ça va. Qu'est-ce que ça fait? C'est un écarteur nasal pour mieux respirer pendant l'effort. Bon, j'ai plus l'impression que c'est un fermeur de nez, ça, pour empêcher de respirer, Polo. C'est bizarre. Non, t'inquiète. Jonathan Castroviero. Ouais, t'inquiète, c'est pensé pour être aérodynamique et pour améliorer les performances. Ouais, ça se voit. C'est les marginal gains de la Sky d'il y a 5-10 ans. Ouais, j'ai capté. On avance, les gars, avec ce débat-là. Du coup, qu'attendre de la suite du Tour de France? On a mis globalement, d'ailleurs, la suite du Tour de France, parce que juste après, on va... Qu'est-ce qu'il y a, Joseph?
Bah rien, tu fais ta blague, je te laisse. J'ai rien fait du tout. Moi, je t'écoute. Hein. Moi, je suis Bah prêt à oui, mais débattre. toi J'ai tu mes m'écoutes, moi je arguments, te je suis prêt à regarde. débattre. Hein. Joseph, on dirait ton prof de SVT quand tu commences à parler, au lieu de continuer le cours, il s'arrête, il te regarde et il te fixe. Ouais. Je suis peut-être prof, j'ai peut-être raté ma vocation, je sais pas. Du coup, ouais, le débat, qu'attendre la suite du Tour de France? Bah, Polo, du coup, allez, au tableau, qu'est-ce que tu attends de cette suite du Tour de Voilà. France? La première chose que tu attends. La première chose que j'attends, c'est évidemment une victoire de David Gaudu sur l'une des belles étapes des jours qui viennent, que ce soit à Andorre ce week-end ou même pourquoi pas dans les Pyrénées orientales la semaine prochaine. David Gaudu est maintenant à une demi-heure au classement général. Je trouve que c'est la position parfaite pour espérer notamment faire un bon rapproché, pouvoir sauter dans les échappées, pouvoir imaginer un bon rapproché au classement général et aller se jouer une victoire d'étape, comme il a su faire sur la Vuelta. On le répète souvent depuis le début de ce Tour de France, mais sa Vuelta l'an passé, il y allait peut-être pour jouer le classement général, un peu juste. Il s'est vite ressaisi sur d'autres objectifs et a su aller chercher deux très belles victoires. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de voir de David. C'est un David offensif. Il a clairement les jambes à la pédale, s'il n'est pas malade évidemment, pour aller chercher une victoire d'étape. Alors maintenant, il y a plus qu'à. Il l'a dit, il va être offensif. J'ai envie de voir un feu d'artifice de Gaudu dès ce week-end. Après, c'est des attentes, hein, on ne dit pas que ça va se passer, Bah oui, évidemment. mais effectivement, le vice, tu le dis notamment, j'y crois pas sur ce tour à David Gaudu, il est cuit et malade, il est cuit, malade et blessé, donc ça fait peut-être beaucoup, mais chose égale, à la même attente que toi, Polo, il dit, moi j'attends les étapes pyrénéennes de Gaudu. Robin, voilà une attente sur les victoires d'étape. Quelle est ton attente, toi, sur le classement? Ah, Robin, cap d'invisibilité, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu nous entends? Robin, non, il est plus là. Ah, si, il est Polo, là. du coup, Il est là, il est Il est revenu, il revenu. freeze. Ouais. ah, t'es là, t'es présent, quelqu'un Est-ce t'a que ça appelé va? avec Non, ton même partage de pas. connexion. SFR m'a envoyé un message pour me dire vous avez bientôt cramé tous vos gigas, donc faites attention. On est le 9 juillet, il faut aller jusqu'à la fin du mois. Ouais, oh putain, j'espère qu'on va aller au bout du live quand même, Robin. Bon, on parle Oui, oui, un là, peu ça va de aller. classement général avec toi. Quelle est ton attente vers ce classement général? Bah, moi, j'ai envie que les concurrents de Pogacar, si on peut encore les appeler comme ça, nous fassent un peu vibrer et qu'ils essayent de l'attaquer pour lui reprendre un peu de temps, même si je pense qu'il n'y a aucune chance pour que Pogacar perde ce Tour de France, hors chute, bien sûr. J'ai envie que Vingegaard, peut-être aussi Carapaz, tentent des trucs, parce qu'on a vu sur l'étape du Ventoux, quand Vingegaard il lui prend ne serait-ce que 10 mètres et ensuite 40 secondes, bah, ça nous fait un peu vibrer quand même. Ouais, on se dit, ah putain, et si il se passait ça, et si Pogacar commençait à douter. Donc en fait, même si c'est reprendre 30 secondes, ça nous mettra un peu de suspense, peut-être pas, mais ça nous fera un peu vibrer. Et voilà, sans que ça relance la course, moi j'ai envie de voir des outsiders un peu entreprenants. Ouais, mais clairement, ça c'est évidemment la condition sine qua non d'une deuxième belle partie de Tour de France. C'est espérer qu'il se passe de belles choses du côté des favoris, des opérations de grande envergure dans les étapes de montagne avec des profils qui correspondent à ce genre de choses. Après, comme le dit Robin, c'est quand même difficile d'imaginer Pogacar être mis en Ouais. danger réel, mais on a vu sur le Ventoux il n'est pas infaillible, loin de là. Et que si on l'avait mis, ça fait un peu penser à un exemple que tu cites souvent, Robin, de Fabio Aru en 2017 avec Chris Froome. J'ai quand même l'impression que sur ce Ventoux, si on avait un peu bousculé Pogacar un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait pu espérer voir de plus gros écarts. Donc il ne faut pas avoir peur. Et de toute façon, perdu pour perdu. Et bon, c'est là le problème, c'est que perdu pour perdu, tout donner, c'est pas comme ça. Il y a après des enjeux, notamment pour le podium, qui rentrent en compte. Mais il faut essayer d'arriver dans cette deuxième partie de Tour de France en se disant que la lutte pour le maillot jaune n'est pas terminée. Sinon, clairement, Non, ça il va être. ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais voilà, tu peux tenter des trucs. Et si on a un jour Vingegaard qui tente, un jour Carapaz, voilà, bah, ça nous fera déjà des journées un petit peu intéressantes. Et voilà, juste, j'ai pas envie que tout le monde reste dans la route Pogacar et qu'en gros, ce soit le dernier qui tient à gagner, quoi.
Ouais, c'est sûr. Rappelons que un Rigoberto Urán, par exemple, a déjà fait deuxième du Tour de France en 2017. Donc, espérons, pourquoi pas, qu'il ait des envies, au moins d'aller tenter je sais pas, de faire bouger un peu les choses, parce qu'il n'y a que lui Pas aujourd'hui. sûr, hein. Bah non, malheureusement, non, mais bon, on essaie d'inventer un peu des espérances. Mais bon, on a un peu intégré l'idée que Rigoberto Urán refuserait, mais je pense qu'il devrait quand même animer la course, vu qu'il a déjà fait deuxième, et de prendre ce risque-là. Ce serait un peu son rôle quand même aujourd'hui. Mais bon, effectivement, j'y crois pas trop. Moi non Ouais. plus. En termes de podium, les gars, si vous deviez parier avant les Pyrénées, ce serait quoi votre podium de fin, Pogacar, avec derrière qui? Vingegaard, Carapaz. Ouais, Carapace, Vingegaard, plutôt dans cet ordre. Carapace, Vingegaard. D'accord. C'est vraiment à la fibre personnelle, hein, Oui, parce bien que sûr. parce que je préfère Carapace à Vingegaard, mais voilà, ce serait, comme dit Robin, le podium le plus cool, je pense. D'accord, ok. Attente suivante, les gars. Polo, quelle est ton attente suivante? Mon attente suivante, elle est un peu moins, un peu plus parallèle à la course entre les favoris, à la course des Français. Ouais. C'est Chris Froome. Chris Froome, pour lequel j'ai beaucoup d'empathie. Alors, moins quand j'imagine le chèque qui touche à chaque fin de match chez Israel Startup Nation. Mais j'ai beaucoup d'empathie dans sa manière de courir, dans sa manière de se battre au quotidien pour essayer d'exister plus ou moins sur ce Tour de France. Et du coup, bah voilà, je vois Chris Froome toujours en course. J'aimerais bien le voir attaquer dans les Pyrénées. Alors, il en a peut-être pas, il est très loin, je pense, d'avoir les jambes pour aller chercher une victoire d'étape, même dans une échappée. Mais j'aimerais vraiment le voir un peu acteur de ce Tour de France. Qui, je pense, autant il y a quelques années, le public ne l'aimait pas trop et lui en a fait voir de toutes les couleurs. Autant je pense que ça lui ferait du bien de se balader un peu à l'avant du peloton sur les routes du Tour de France avec un public un peu plus empathique qu'il l'a été. Et voilà, pourquoi pas une petite échappée dans les Pyrénées. On sait que parfois des sprinters prennent les échappées. C'est pas impossible que Froome en prenne une, même s'il craque sur les premiers versants des premières difficultés. Au moins le voir un peu acteur de ce tour et le voir essayer de quitter la course qu'il a élevée au rang de très grand du cyclisme. Voilà, Il a essayé de qui prendre sort une par la échappée grande porte, aujourd'hui. quoi. Qui essaie de sortir Effectivement, par la il grande a porte. raison. Il a raison, Guéraud. Il a essayé de prendre une échappée aujourd'hui. Il a Ouais, même pareil, essayé de c'est se toi qui m'as mettre, dit, ouais. il a même essayé de se mettre à l'avant du peloton. Par contre, il a pris une pression monumentale de Julien Alaphilippe, qui en gros, là, au début, bloqué un peu. Je ne sais pas si vous avez vu cette phase Non, dans le chat. non. Il a un peu bloqué avec le coude. Après, il a senti que ça forçait un peu. Il s'est retourné. Il a vu que c'était Froome, mais il a quand même lâché un bon regard en mode tu restes derrière. La Real a changé d'image, est revenu et Froome, il était un peu plus loin. Je pense qu'il a pris, il a bien compris ce qui se passait. Robin, ton attente suivante, c'est quoi? Alors, je sais pas laquelle on. Ah, voilà, on part sur celle de Nasser Boigny. J'espère que Boigny va claquer une étape, c'est tout simple d'ici les Champs-Élysées. Si c'est celle des Champs, ce sera encore plus Vous beau. sortez des grosses cotes là quand même, les gars. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Aujourd'hui, on l'a vu. Et rêver, quoi. La cote de On Boigny l'a est vu bien. plus basse que celle de Froome. Ouais, c'est vrai. Et surtout, aujourd'hui, tu vois, je l'ai vu prendre la roue de Morkov, aller titiller Cavendish, ne pas avoir peur de lui voler son poisson pilote, entre guillemets. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que tu déstabilises aussi Cavendish, même si je pense que Cavendish a les ressources pour se dépatouiller d'une situation comme ça. Mais faut aller l'emmerder. Et puis Boigny, il a plus de poisson pilote. Donc, il faut bien qu'il en trouve un. Il faut qu'il prenne les bonnes roues. Alors, c'est ça la difficulté. C'est qu'avant les abandons de Maclay et Russo, je trouve qu'il était super bien emmené et qu'il était vraiment tout proche de la victoire. Et on l'a vu avec ses podiums successifs jusqu'à faire deuxième. Là, malheureusement, sans train, sans ses meilleurs équipiers pour le sprint, forcément, il est moins bien placé. Il doit faire plus d'efforts avant le sprint dans le dernier kilomètre. Et ça coûte cher. Mais j'ai bon espoir qu'il réussisse un moment, que ça se goupille bien et qu'il en claque une. Et Ouais. puis, je ne sais pas si tu voulais faire les attentes sprinter en même temps, mais mon autre attente, c'était
c'était le cave sur les champs, voilà, sans en rajouter des tonnes, parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure déjà de Cavendish, mais je trouve que ce serait beau si Cavendish battait le record de Merckx sur les champs, là où il a déjà beaucoup gagné. 4 victoires consécutives pour lui sur les Champs-Élysées. Donc voilà, j'espère que sur les champs, on aura soit Cavendish qui bat le record de Merckx, soit Boigny. Et Bilal, tu as raison. Hein. Oui, pour Boigny, il n'a plus que Connor Swift parce qu'il il a plus et Maclay et Russo et il n'a plus non plus Anthony Delaplace hein, Ouais, c'est qui a vrai. fini en délai. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour l'équipe de Sébastien Hinault, mais pourquoi pas. Ok. Polo, est-ce que tu as une dernière attente ou on a fait le tour là hein? Non, moi j'avoue que en plus des attentes de Robin, moi je trouve qu'on a bien cadré cette fin de Tour de France. Pour revenir sur Nasser Boigny, moi j'espère aussi, hein, vous savez à quel point j'espère avoir Nasser Boigny gagner à chaque fois et à quel point je suis uniquement concentré sur lui quand un sprint massif arrive sur le Tour de France. Mais comme vous l'avez tous les deux très bien dit, ça devient compliqué. Encore une chute aujourd'hui. De moins en moins de monde pour l'emmener. On a vu aujourd'hui qu'il a fait encore beaucoup trop d'efforts, même en arrivant à se placer dans la roue de Morkov. Il fait une petite erreur stratégique en la lâchant, du coup, en paniquant un peu quand il voit Ballerini accélérer, un peu comme Ivan Garcia Cortina d'ailleurs, qui lui a lancé son sprint à 400 mètres quand il a vu ça et vient mourir à la troisième place. Mais voilà, il lui manque toujours un petit truc et je ne sais pas si ça va suffire. Après, il reste les Pyrénées. Jean Murdy, il a laissé passer sa chance sur ce tour, Boigny, et j'ai peur aussi de J'ai ça. l'impression aussi. Alors après, il y a encore les Pyrénées avec beaucoup plus de fatigue encore engrangée par les sprinters, même si j'ai l'impression que la fatigue, c'est pas trop le problème de Mark Cavendish, vu la manière dont il court sur ce tour. Et puis, Boigny n'est pas celui qui passe le plus facilement la montagne Non, non plus. ça c'est clair. Surtout, enfin, je veux dire surtout cette année, mais comme tous les ans d'ailleurs, il n'est pas plus facile en montagne qu'un autre. Donc ouais, il a peut-être passé sa chance, Boigny, cette année. Ouais, malheureusement. Et effectivement, il manque peut-être Geoffrey Soupe hein, qui est parti chez la team Total Energy cette année. Ok les gars, on avance un peu dans cette émission-là. On va parler de l'étape de demain. Du coup, prévu de l'étape de demain qui arrive à Quillan. Voyons ce profil-là. Je vous l'affiche. Carcassonne, Quillan, 184 km. On va traverser du coup l'Aude, l'Ariège. On retourne dans l'Aude et on termine dans les Pyrénées-Orientales. Et non, on termine dans l'Aude, Joseph. C'est un peu trompeur le profil. En fait, Quillan, c'est dans l'Aude. Faut le Exactement. savoir. Hein. Il Ouais. faut le savoir. Je me suis renseigné pas mal sur la géographie de ce Tour de France et je suis en mesure de te dire que c'est une étape qui part de l'Aude, qui arrive dans l'Aude et que c'est la première fois depuis 1981 que ça arrive. Ah putain, ok, solide. Du coup, Quillan arrive dans l'Aude, mais on n'est pas loin des Pyrénées. Putain, je voulais faire un petit délire, genre ça y est, on rentre dans les Pyrénées, on y reste. Bah, on y rentre un petit on coup, en ressort du coup. Ouais, c'est pas encore le très sérieux. On arrive au pied des Pyrénées, mais quand même, ça monte et ça descend pas mal, très clairement. Avec du coup, c'est arrivé à Quillan avec à 15 bornes de l'arrivée. Le passage du col de Saint-Louis, donc vous voyez les stats, 4,7 km à 7,4%. Je vous mets le profil de ce col-là, avec notamment un passage à 12%, donc qui est la première partie en orange, une partie qui est en jaune ensuite à un peu moins de 10%, et ensuite à 10,6%, c'est la deuxième partie en orange, pour terminer ensuite à 10%, un replat, puis après une pente à 5%. Est-ce que vous imaginez un puncher l'emporter déjà, Paul? Est-ce que pour toi, un puncher va gagner cette étape-là ou est-ce que le col de Saint-Louis est trop loin de Quillan? Bah, c'est compliqué la lecture. Moi, je pense quand même que c'est un gros groupe d'échappés qui va aller se jouer la victoire d'étape. La question, c'est pas forcément de savoir qui y aura dans cette échappée parce qu'on imagine quand même des noms faciles à cocher pour demain. Ce serait quand même surprenant qu'on n'ait pas du Freilet, du Aramburu, du Alaphilippe, même du Wout van Aert aller se jouer la victoire. Après, qui est en forme, qui ne l'est pas, Alaphilippe, je suis pas rassuré par son Quillan en forme et qui ne l'est pas. oui, connaisseur. Et pour le coup,
c'est là que ça devient difficile, c'est de savoir, de savoir qui mettre. Nous, pour la fantaisie, il va falloir qu'on pique un mec aujourd'hui. Ça va pas être facile. Moi, j'ai Si on du le mal à pique, il va voir. gagner, hein, Polo, c'est clair. Bah non, oui, ça dépend comment Oui, on le c'est pique en sûr. fait. C'est vrai. Parce que si une guêpe le pique, il va pas gagner. Tu vois, Non, c'est ça qui est vraiment. Non, mais avec intéressant. les produits qu'il a, Joseph, dans son frigo, Ouais. là, ça passe. Et du coup, ouais, c'est compliqué, c'est pas facile. Franchement, je pense qu'une grosse échappée va aller au bout. L'un des coureurs de cette échappée va l'emporter, mais il va falloir être malin parce que, à mon avis, c'est pas forcément ceux qu'on attend qui vont gagner. Roby, du coup, tu vois qui, toi, pour gagner dans Ouais, l'Aude? comme dit Polo, c'est dur à lire, surtout que est-ce que les équipes vont avoir la On vous demande motivation pas et de la lire. main-d'œuvre pour C'est quand contrôler? même fou, Ouais, ça, les gars. moi, je dis que c'est une échappée qui s'impose et qu'il faudrait être dans l'échappée parce que le peloton va pas pouvoir contrôler. Tu vois, la Quick Step a beaucoup bossé aujourd'hui. Je pense que si Alaf il veut gagner, il faut qu'il soit devant parce qu'ils ne vont pas rouler pendant 1000 ans Hmm. pour qu'Alaphilippe attaque dans la dernière bosse, je pense. Donc, moi, je pense qu'il faut être dans l'échappée demain et que après, bah, il faudra être suffisamment fort pour faire la différence dans la bosse finale. Donc, oui, puncher, quoi. Parce que 15 bornes, en plus, ça descend pas mal. Clairement, si t'es pas Matthews, bah, il faudra que tu lâches les autres dans le col de Saint-Louis, qui est une difficulté inédite sur ce Tour de France, et que tu files tout seul, si possible, vers Quillan. Quelques noms proposés dans le chat. Jean-No propose Dylan Tuns. On te fait un coucou, Jean-No, d'ailleurs. Je vois bien Cyril Gauthier, dit Countin. Wout van Aert a trop la pancarte d'après Briac. Asgreen, retenez. Eh ben, on retient, mon pote. McFries. Bilal propose MC Nielsen. Magnus Cort Nielsen. Pendant 2 secondes, je croyais que c'était une blague et je ne comprenais pas. C'est Magnus Cort, du coup. Van Avermaet, pourquoi pas Cosnefroy, qui était un peu en difficulté quand même aujourd'hui. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Thomas de Rent, Marc Padoun, et pourquoi pas. Mohoric, Colbrelli, Stuyven, Godu, Barguil s'il va mieux. Pourquoi pas Madouas? Je sais qu'il l'a coché cette étape, il en a parlé dans le Télégramme. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un bon amour? Ouais, c'est vrai, il est en forme. Est-ce qu'il y a certains de ces noms-là que si vous deviez faire un podium pour cette étape-là, euh, est-ce qu'il serait composé Tout le monde de... ne pourra pas être dans Qui l'échappée. serait... Non, Tout le monde ne pourra pas la prendre, cette échappée. Moi, si je devais faire ma vraie cote, j'ai envie de mettre Mohoric. J'ai envie de mettre Mohoric, c'est quand même quelque chose qui lui convient parfaitement. En forme sur ce tour, il l'a déjà prouvé. Gagner une étape, ça t'empêche aucunement d'en gagner une deuxième. Et sinon, côté français, j'ai envie de croire en Benoît Cosnefroy, qui dit qu'il a quand même des bonnes sensations, qu'il a du mal à mettre tous les éléments bout à bout pour faire une bonne étape. Pourquoi pas demain? Je mets pas à la Philippe parce que j'ai peur que sur des étapes où justement il est très attendu avec une énorme pancarte comme ça, il ait du mal quand même à sortir les marrons du feu. Moi, Je j'avoue pense que que dans la dernière côte, ce sera quand même à la pédale au plus fort. ouais, mais elle est pas non plus si dure que ça la dernière côte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu as quand même 16 bandes de descente et de Tu fauteuil vois, descendant. 7%, tu Tu peux as quand même le lâcher temps, Mohoric. t'as le temps de revenir, quoi. Bah, ouais, c'est Moritz qui a lâché tout le monde sur l'étape. Je sais plus Oui, mais exactement c'était quelle au étape. Creusot, Au mais c'était Creusot, ouais. moins raide et il a lâché Van Der Poel et Van Aert. Ouais, mais Ils se regardaient. Non, moi je dis à la Philippe, j'y crois pour à la Philippe. bah, ok, ça fait un de nous qui y croit. J'aimerais bien qu'il gagne hein, quand même. Hein. À la Philippe, il gagne souvent là où on l'attend. Il a gagné, alors bon, à Landerneau, on l'attendait peut-être un peu moins que Van Der Poel, mais on l'attendait. Et les grands succès d'Ala Philippe, c'est souvent là où on l'attend. Donc moi je dis à la Philippe. Ouais, mais il y a aussi des fois où à la Philippe on l'attend et où il ne répond pas, notamment sur Non, le c'est Tour pas de vrai, France. c'est jamais arrivé. C'est vrai, si, c'est déjà arrivé, si. Mais surtout, bah, c'est l'état de forme de la FIF qui pose question. Alors après, il est tellement capable de tout que on va Moi, espérer qu'il j'arrive pas à l'emporte. Hein, penser mais... qu'un mec qui va dans l'échappée 2 jours là récemment, il est mort. Je pense pas qu'il est mort. Je pense que il fait peut-être des conneries, il fait peut-être des erreurs au niveau au niveau de s'économiser, etc. Mais je pense qu'il a du jus justement. Il a du Julien. Mais écoute, moi, C'est une émission qui est forte en jeu de mots quand même. ouais, je vais mettre une pièce sur Mohoric, moi, tiens, demain. Je l'ai pas pris encore dans ma fantaisie, mais il me reste à le jouer, donc je vais le mettre sur Mohoric. Très bien, je mettrai un petit euro Polo.
pour te faire honneur. J'en mettrai. Un petit taureau, c'est quoi? C'est un... Non, j'ai pas trouvé le petit du taureau, fait chier, c'est dommage. Ah oui, Un Torino. je l'avais pas. Ouais. Un Torino. Un petit Torino, ouais. Compliqué aujourd'hui. Hein. Mais on va aller au bout. On va aller au bout tous ensemble. On va traverser ce moment tous ensemble, les amis. Un petit La veau. suite. C'est un petit veau, en fait. C'est un petit veau. Ouais, Ok. c'est un petit veau. Ok. On a vraiment un problème avec la faune et la flore, nous, les gars. C'est vraiment pas notre. On est vraiment des vieux Parisiens. On a besoin de travailler là-dessus, je pense. Mais on va le faire. On avance. C'est la rétro, Robin, du coup. C'est ton Ouais. tour aujourd'hui. Je suis assez chaud pour que tu nous en parles parce que tu nous parles d'un homme du vélo pur, de celui qu'on aime regarder et qu'on aurait peut-être même aimé vivre. C'est Bahamontes. Ouais, je suis sûr qu'on aurait kiffé si on avait vu Bahamontes à la télé dans nos jeunes années. Donc, je disais tout à l'heure, pourquoi on parle de Bahamontes aujourd'hui, c'est parce qu'il a 93 ans et que c'est le plus vieux vainqueur du Tour encore en vie. Donc, il a gagné le Tour en 1959 et c'est forcément sur cette année qu'on va se concentrer. Et il faut savoir quand même dans quelles conditions il arrive sur ce Tour. C'est déjà un grimpeur réputé, Federico Bahamontes, il a 30 ans. Il a remporté le classement de la montagne en 1954 pour son premier Tour de France. Je dis classement de la montagne parce qu'à l'époque, le maillot à poids n'existe pas. Il arrivera qu'en 1975, mais le classement de la montagne, lui, existe. Il le gagne de nouveau en 1958. Et c'est vraiment un pur grimpeur qui aime les montées mais qui déteste les descentes parce qu'il a été traumatisé par une chute dans ses jeunes années. Donc le classement général pour lui c'est secondaire. Il a fait 4e du Tour en 1956 mais en s'y concentrant à moitié et surtout il est assez loin du vainqueur de cette année-là, un coureur que connaît bien Polo puisque c'est Valkoviak. Ah oui. C'est finalement Fausto Coppi qui va faire changer d'avis un peu Federico Bahamontes. Puisque la marque de Coppi, à cette époque-là, fournit les vélos de l'équipe Tricofilina, qui est l'équipe de Bahamontes à l'année, même si évidemment le Tour de France, lui, se court par équipe nationale. Et du coup, Coppi discute avec Bahamontes, et Bahamontes raconte il m'a persuadé de laisser tomber le challenge du grimpeur pour me consacrer au classement général. C'était pas gagné parce que déjà Bahamontes il a toujours un peu buté sur le classement général, comme je t'ai dit il aime pas les descentes, c'est pas non plus le plus gros rouleur et il arrive sur un Tour de France notamment où par exemple tu as un Jacques Anquetil qui niveau chrono est pas mal. Et côté espagnol on a aussi Antonio Suarez qui vient de remporter la Vuelta, donc qui a un nom qui est pas resté historiquement dans le vélo, mais à l'époque c'est pas donné, c'est pas dit que Bahamontes soit le leader et que toute l'équipe d'Espagne roule pour lui, sauf qu'il prend l'avantage très rapidement dès le début du Tour sur la deuxième étape. Il est offensif dans le final, il se retrouve dans un bon coup. À l'époque, il n'y a pas les oreillettes, c'est pas aussi facile à gérer qu'aujourd'hui. Les favoris derrière réagissent mal. Et Bahamontes prend 1 minute 20 à tout le monde. Et c'est un drame un peu dans l'équipe espagnole, puisque Suarez est furieux, il voulait être le leader. Il reproche à Bahamontes au dîner d'avoir attaqué, d'avoir pris du temps. Et Bahamontes, lui, après cette embrouille, menace de quitter la course. Heureusement pour nous et pour le Tour, c'est des paroles, mais qui ne seront pas suivies d'actes. Et du coup, on voit un peu sur les photos avec Bahamontes qui étaient vraiment ses rivaux, les Français et les Espagnols dont tu parles du coup. Ouais, et alors on voit, c'est Roger Rivière à côté de Bahamontes là sur la photo, avec le maillot bleu, blanc, rouge de champion de France. Et derrière, on a Charlie Gaulle avec un autre maillot bleu, blanc, rouge, mais les rayures dans l'autre sens. Enfin non, pas les rayures qui démarrent par la rayure rouge plutôt, rouge, blanc et bleu. Et c'est eux les principaux rivaux de Bahamontes. Les Français qui vont faire 2e, 3e, 4e et 5e. Alors 2e, ce sera Henri Anglade. Et ensuite, on retrouve un quatuor en fait dans cette équipe de France avec Anquetil, Bobet, Rivière et Gemignani. Et on en avait parlé de cette époque dans une rétro il y a 2 ans pendant le Tour, justement. C'est quand il y avait une équipe de France à 4 têtes, mais tu peux pas avoir 4 leaders. Et ils avaient soi-disant fait un pacte avant le Tour de France, sauf qu'ils n'ont pas du tout respecté ce pacte et ils se sont mis sur la gueule pendant 3 semaines. Personne ne voulait rouler pour l'autre. Gemignani, en vérité, était un peu vieux. Bobet, lui aussi, était cramé. Mais Anquetil et Rivière étaient dans la force de l'âge. Ils voulaient tous les deux gagner le Tour. Sauf qu'à jouer l'un contre l'autre, ils n'ont pas du tout gagné. Et du coup, c'est même Anglade, qui était un coureur d'une équipe régionale, qui termine devant. Donc finalement, les Français avaient un peu fait les affaires de Bahamontes sur ce tour-là. Et ensuite, on a Gaulle, donc, qui est vainqueur du Tour 58, mais qui va prendre un tir à Aurillac, parce que Charlie Gaulle, il déteste la chaleur. Sur le Tour 58, il avait pris le maillot et fait la différence sur une étape dans la Chartreuse, dans la vallée de la Chartreuse, où il y avait des conditions météo catastrophique. Et là, quand il fait chaud, il aime beaucoup moins. Il perd 20 minutes à Aurillac en milieu de tour. Et 2 jours après ça, Federico Bahamontes remporte le chrono du Puy-de-Dôme. Il s'envole au classement général. Il bat Gaulle, qui l'avait dominé 1 an plus tôt au chrono du Ventoux.
et Gaulle perd 1 minute 26 ce jour-là. Bahamontes, sur le Puy-de-Dôme, il monte à 21 km/h de moyenne. À l'époque, c'est vraiment énorme quand tu vois le matos qu'il y avait et l'entraînement des gars. Et il refait un numéro 2 ou 3 jours plus tard vers Grenoble, Bahamontes. Cette fois-ci, il est avec Gaulle, qui est largué au classement général, mais qui veut gratter une étape pour l'honneur. Ils partent à 2. Bahamontes domine quand ça monte. Il s'envole dans le col qui s'appelle le col de Romeyer, à 70 km de l'arrivée. Mais il se fait reprendre ensuite dans la descente parce que je t'ai dit qu'il descendait pas très bien, notre ami Federico. Et donc, petit aparté sur le col de Romeyer, c'est le théâtre d'un épisode incroyable sur Bahamontes qui date du Tour 54. C'est un épisode que vous connaissez peut-être, Polo et Joseph, je suis quasi sûr, dans le chat aussi peut-être, où Bahamontes a une énorme avance. Il arrive en tête d'un col avec quasiment un quart d'heure sur le peloton. Il pouvait finalement faire la descente et aller gagner l'étape. Et il décide de s'arrêter et de manger une glace en attendant le peloton parce Ah qu'il veut oui, pas j'en ai descendre entendu tout parler. seul. Mais Voilà, c'était donc en ça, gros c'est la un peu légende. pour se foutre de la gueule de. Enfin, il aurait fait ça un peu par envie de provoquer, quoi. Voilà, il y avait un peu de ça, mais il a donné la vraie version 50 ans plus tard. En tout cas, une version qu'on peut croire puisqu'elle sort de sa bouche, peut-être qu'il ment, mais il disait qu'il avait en réalité la roue cassée, qu'il était obligé d'attendre son directeur sportif qui était avec le Ok. peloton, parce que les voitures de directeur sportif à l'époque pouvaient un peu moins se balader, et qu'en attendant, il y a un marchand ambulant qui lui a tendu une glace et que donc il l'a prise en attendant le peloton. Génial, le mec s'arrête, prend une glace, pépère. Bon, du coup, il s'est passé quoi sur cette étape dont tu parlais au début, sur ce col de Sur cette Romeyer? étape, Gaulle, il veut aller chercher l'étape. Je t'ai dit, Montes, lui, il est concentré sur le général. Donc, les deux s'entendent. Gaulle va rouler. Montes lui laisse l'étape. Et tout le monde est content. C'est un peu Schleck Contador avant l'heure. Tu vois, un luxembourgeois, un grimpeur. Un espagnol, lui aussi, pur grimpeur, qui se tire la C'est bourre, vrai, c'est qui ouf. gagne tous les deux le tour. Gaulle en 58, Montes en 59. Antoine Blandin, dans l'équipe, parle des petits Mozart de la montagne. Ce jour-là, ils mettent une dérouillée à tout le monde puisque le peloton et les autres favoris arrivent 4 minutes derrière. Montes prend le maillot jaune avec beaucoup d'avance. Quelques jours plus tard, il se fait une mini frayeur vers Saint-Vincent d'Aoste. Il y a Henri Anglade qui est devant, donc coureur de l'équipe régionale. Il y a Montes qui crève, sauf qu'une nouvelle fois, il profite du fait que les Français ne s'entendent pas et que Rivière et Anquetil, ils n'ont pas prévu de laisser Anglade gagner le tour parce que ce serait un peu le désaveu ultime que l'équipe de France ne gagne pas et que ce soit un coureur régional qui gagne. Donc, Anquetil et Rivière roulent, reviennent sur Anglade. Federico Bahamontes, lui, s'en sort bien et c'est gagné pour lui à partir de ce jour-là. Il est donc le premier vainqueur espagnol du Tour de France. Derrière, par contre, il n'en gagnera pas d'autres. Il fera au total 6 maillots, enfin 6 maillots à poids non, mais 6 fois vainqueur du classement de la montagne. Sauf que le général, jamais il atteindra le sommet du Tour 59, même si en 1963, pardon, il termine deuxième derrière Anquetil à 3 minutes. C'est sa meilleure performance en dehors de sa victoire. Mais voilà, 3 minutes sur Anquetil, c'est finalement ce qu'il perdait, notamment sur les contre-la-montre, où il pouvait rien faire par rapport à Anquetil qui était maître dans l'art du chrono. Donc voilà, il gagnera un seul Tour de France, Bahamontes, mais ça restera comme l'un des coureurs les plus romantiques de son époque. Ouais, et dites-nous d'ailleurs dans le chat, quand on vous parle de montagnard, vraiment d'un mec vraiment qui était un pur grimpeur, qui ne savait pas foutre autre chose et qui ne sait pas faire autre chose encore aujourd'hui, qui vous fait vraiment ou qui vous a fait dans votre vie rêver. Ça peut être vraiment pas forcément des gars qui ont gagné des grandes courses. Par exemple, moi, c'est con, mais j'adore voir Rafał Majka. C'est un mec, Ah ouais. je le trouve très beau sur le vélo et surtout dans un col. Donc, je vois effectivement, il y a beaucoup de Schleck, Ricardo Rico pour Anton. Ouais. Alberto Contador, je vois, il a beaucoup. Mais Schleck, est-ce que c'est Franck ou Andy? Sûrement Andy. Ouais, je pense que Capucci c'est plus aussi. Andy. Hein. Ouais. Capucci, oui, je pense aussi, mais on ne sait jamais. Simon Yates aussi est proposé. Rasmussen, Pantani. Les gars, vous deux, c'est qui? Si tu parles dans les mecs que j'ai pas vus, moi je suis fasciné par Charlie Gaulle et Bahamontes qui dans les livres sont toujours décrits comme les grimpeurs ultimes. Dans les gars que j'ai vus, je pense que Contador est au-dessus parce qu'il avait tellement la classe quand il était en danseuse, c'était beau. En fait, c'est un jour j'avais interviewé Alain Galopin qui l'a très bien connu chez Astana et qui disait le jour où j'ai vu Contador à un camp d'entraînement se mettre en danseuse, j'ai compris ce que c'était se mettre en danseuse. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. J'avais cité Contador aussi. Mais sûr, j'aime bien le style assez similaire aussi de Richard Virenque et Warren Barguil en pur grimpeur. Et quitte à citer des Français, je voulais citer ces deux-là. Mais ouais, celui qui me fait la plus grosse impression
dans le style pur grimpeur, c'est clairement pour moi Alberto Contador. Effectivement, il nous a vraiment marqué. Et je vois dans le chat, vous êtes beaucoup à le proposer. Iban Mayo aussi, ouais, clairement, Iban Mayo, même si c'était un gros rouleur. Les Basques, comme les on dit, Basques mais- représentent aussi ce Ouais, truc-là le Basque, des grimpeurs. clairement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci pour cette rétro, Roby. Du coup, on avance un peu De rien. vers la chatroom. Cette chatroom aujourd'hui, du coup, vous pouvez commencer à poser vos questions. Je prends quelques noms encore que vous avez proposés comme les grimpeurs que vous aimez regarder. Pierre Roland, Nibali, pas mal aussi. C'est vrai qu'il est très beau quand il monte. Beloki, Atapuma. Atapuma, pourquoi pas. Mon Coutier, j'aimais bien aussi. Moncoutier, Après, ouais, c'est plus le personnage que j'aimais bien plus que le style. Padoun. Toujours une petite apparition 2-3 fois par émission, Marco. Hein. Ouais, Padoun, c'est la mascotte. Hein. C'est devenu Ah la ouais, c'est mascotte vraiment. des fans de cyclisme. Là, en ce moment, D'ailleurs, c'est Padoun qui incroyable. qui a pas été sélectionné non plus pour faire les Jeux Olympiques sur route avec l'équipe Ouais, d'Ukraine. Donc, effectivement. si on était un peu adepte des théories du complot, on pourrait se demander s'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça. C'est vrai. Parce que Mais l'Ukrainien qui a été pris à sa place, il est inconnu de chaque au bataillon. c'est pas Andrei Grifko? Non. Non. Ils ont repris Popovic et Anchar. Grifko, il a arrêté. Ouais. Ouais, il a arrêté depuis un moment, depuis 2-3 ans quand même. Du coup, Bernal, votre avis sur l'étape de Sean Bennett? Bah, il était dans l'échappée, Sean Bennett. Est-ce que vous avez un avis particulier, les gars? C'est lui qui a un peu bousillé l'entente de l'étape de l'échappée du jour. C'était assez drôle. Enfin, assez drôle. C'est surtout Latour et, euh, et son compagnon qui m'ont fait Ah, j'ai rire. perdu son nom aussi. Oui, c'est Goldstein. Goldstein, ouais. Mais un petit mot peut-être sur Sean Bennett, 25 ans, de la Kubeka, l'américain. Voilà. Je ne sais pas s'il a déjà gagné en carrière. Non, il n'a jamais Bah, gagné. Kubeka fait un tour compliqué, hein, c'est ça qu'on peut dire, je Ouais, pense. c'est ça. C'est un peu l'image de ce Tour de France. J'ai pas grand-chose à dire sur Sean Bennett. Je t'avoue, Joseph, en toute humilité. Voilà, c'est tout. C'est bien, au moins c'est clair. T'as pas grand-chose à dire. Ça m'aurait Bah, étonné que tu dises quelque chose du coup pour le coup. je prends l'étape à 30 km de l'arrivée. Je sais même pas qui était dans l'échappée. Donc, on va être honnête avec nos rouleurs. Hein. Aujourd'hui, l'intérêt, c'était vraiment à la fin. Les temps bloqués à 4,5 km, quel impact? C'est vrai que c'est passé complètement Ah, ça, j'ai vu ça. aperçu parce que au début, mais c'est quand même ce qui avait été discuté en début de tour quand toutes les chutes avaient eu lieu en Bretagne, ce qui avait été refusé. Et aujourd'hui, ça a eu lieu. Et sincèrement, tu n'as quand même pas eu de chute alors que ça a quand même bien serré. Alors tu avais une grande Ouais, route, mais il y a etc. moins de monde dans le peloton, il y a eu plein Ça avait d'abandons, l'air les de test. sprinters. Il y a moins de monde, c'est vrai, mais en tout Les, cas, la réalité, c'est que tu n'as pas eu de les t'as sprinters pas aussi, eu de chute, quoi. il y a des sprinters qui ont abandonné, il y a aussi Il y a des de tout. sprinters qui Ouais. savent qu'ils ne jouent plus la gagne. Et quand tu es un Mm. sprinter qui a fait 4 fois 10e d'étape sur le début du tour, bah, tu vas pas t'emmerder à être super bien placé pour l'étape qui arrive aujourd'hui à Carcassonne parce que tu sais que tu vas pas aller la gagner. Donc ça fait le tri en fait. Alors que C'est quand sûr. il y avait eu les chutes, c'était en tout début de tour, c'était le premier sprint du tour. Donc tout le monde était là. Et Ouais. là, pareil, sur le classement général, c'est le même problème. Tu as des mecs qui ont sauté. Jumbo Visma, bah, ils vont plus faire l'effort pour être placé en tête de peloton. Et c'est le cas pour beaucoup d'équipes, alors que sur la 3e étape, forcément, tout le monde était là. Moi, je suis d'accord avec, je sais plus, l'un des mecs qui vient de le mettre dans le chat. Je trouve que ça décale le problème. On en a déjà beaucoup parlé sur les premières étapes. On en avait beaucoup débattu. Pour moi, la question, elle n'est pas là. La question importante, c'est le nombre de coureurs dans un peloton, c'est le nombre d'oreillettes, les oreillettes tout court. Voilà, si on veut. Ça peut être le on nombre aurait- d'oreillettes aussi, hein, Ouais, parce qu'il bah, peut y c'est avoir un ça. seul capitaine qui a les consignes dans les oreilles. Oui, voilà, ça, c'est pas une mauvaise idée, Joseph. Et voilà, je pense que le vrai problème, c'est ça. Là, tu déplaces tu déplaces le problème d'1,5 km de plus. Bon, surtout qu'il y a moins de monde en plus, comme le dit Robin. C'est un peu genre, ah, regardez, on pense à vous, mais bon, Mm. voilà, c'est un peu reculé pour mieux sauter, j'ai l'impression. Enfin bref. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? Bah,
Parce que ça sert à rien. Ça fait genre, ouais, tenez, on vous donne ça, mais derrière, on vous met toujours plus de coureurs, on vous met toujours plus d'équipes invitées, on met toujours plus de coureurs dans le peloton, même si on vous enlève un coureur pour faire genre machin. On vous enlève pas les oreillettes. Et on vous remet un truc derrière. Ok, j'ai on, capté. vous, on vous donne de plus en plus d'infos dans les oreillettes, on vous met de plus en plus la pression en oreillettes. Enfin voilà, l'idée, c'est ça. J'avais pas compris. Est-ce que vous êtes déçus du Tour des Français, les gars? Oui. C'est une question qu'on va bientôt poser, ça. Vous vous rendez compte si Jean-Philippe ne gagne pas à Landerneau, quelle gueule il a, le Tour des Français, très loin d'avoir des... Si tu fais la liste des mecs qu'on attendait, bah ouais. il n'y a que Alaphilippe qui a répondu. Et s'il n'y a pas Alaphilippe, le seul motif de satisfaction, c'est Nasser Bouhanni. Et t'imagines, on remplaçait Nasser Bouhanni il y a encore un mois dans nos espoirs sur ce tour. C'est quand même une grosse déception. Toute la Groupama FDJ, la team G2R Citroën avec Osnefroy, Gaudu, Desmar, c'est trois des mecs qu'on attendait. Guillaume Martin, qui même à la pédale peut pas aller chercher une victoire d'étape en montagne, qui, on va voir, va essayer de s'accrocher pour faire un éventuel top 10. J'espère qu'il va s'y tenir, mais pour l'instant c'est décevant. Voilà, et certains même nous disent que Alaf c'est décevant. Alors Alaf porte le jaune, Alaf a déjà gagné une victoire d'étape. Alaf a fait le minimum pour s'assurer un tour réussi, mais vraiment le minimum de chez minimum. Et c'est vrai qu'après cette première victoire, tu as quand même deux semaines et demie de course, et 2 semaines et demie de course où pour le coup, et là c'est vrai que j'ai un flip est décevant. Cocard aussi, qui a pas fait un sprint. Cocard, Laporte, qui termine hors délai, Laporte. Voilà. Ouais. Bon, Laporte, c'est pas forcément de sa faute, mais on est d'accord qu'au final, le rendu est décevant malgré lui. Pour le coup, lui, il a une vraie excuse mais bon, qui sera rétabli l'an prochain. Dernière question de la chatroom. Question débile, votre combatif du demi-tour. D'ailleurs, ça m'a étonné aujourd'hui. Ils l'ont filé à Quentin Paché. Alors que, pour le coup, Pierre Latour et Goldstein l'auraient peut-être un peu plus mérité. Ils se sont mis des menaces sans aucune raison pour se faire plaisir. Et au final, moi, j'ai suivi ça. Ça m'a fait un peu rire. Au début, je me suis dit, ils vont se casser la gueule. Pierre Latour, il ne le lâche pas juste pour le faire chier. Mais en fait, ils se sont envoyés des énormes attaques dans la pampa. C'était assez drôle. Et à la fin, ils se sont check catastrophique d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils ont bien fait ciseaux. Mais au final, ils m'ont bien fait rire et ils auraient bien mérité l'un ou l'autre plutôt. Mais qui est du coup votre. Parce que c'était la question avant que. Moi, je mets Alaphilippe. Ouais, Alaf, c'est pas déconnant. Il y a Nakagold qui dit Tony Martin, ça peut marcher aussi dans le côté pas. Ouais, dans le côté guerrier. Dans le côté, je suis parti dans les échappées, mais dans le côté aussi, je me suis battu pour rester en course malgré les galères, les chutes, etc. Bon, même si, voilà, à la fin, tu peux pas éternellement te battre contre ces trucs-là, mais il a fait le boulot pendant un temps. Ouais. Donc, je pense déjà, que j'ai Alaphilippe aussi. De F. Drapac qui avait. Lawson Craddock. Ouais. Merci. Voilà, un peu dans ce style-là. Wout van Aert propose certains. Oui, aussi. Van Der Poel, ça pourrait marcher. C'est super bien accroché à son maillot jaune. Il a pris des échappées un peu, il a fait le spectacle. Le duo à la Philippe Van Aert. Van Aert, beaucoup est proposé. Le tour de TQS jusqu'à présent, on en parlera dans la prochaine chatroom, mon dingue. On garde la question, promis. Parce que demain, ça peut changer par rapport aussi à une victoire ou non de Julien Alaphilippe. Là, on attend. Voilà, attends, le tour de Quickstep, il est quand même de toute façon réussi. Tu as gagné 4 étapes. Avec UAE, c'est peut-être la meilleure équipe. Hein. 5 étapes, un Tour de France, un maillot jaune, un maillot vert. Tous les objectifs sont remplis très clairement pour le moment pour la Deceuninck. On avance avec le quiz, les amis. Alors, je crois qu'il y a. Je crois qu'il y a 5-3. 5-3. Moi, j'ai retenu 5-3. Ça s'est joué très peu hier, ouais. Ouais, mais ça compte pas, Polo. Ah, si, ça compte. Du coup, le quiz, les copains. 4 qui suis-je pour démarrer? 5 en fait. Ouh là là. C'est juste que j'ai pas encore choisi le dernier. Alors. T'entends ces bruits, Polo? J'entends. J'aurais dû les faire. J'entends, mais ça ne me fait absolument pas peur. Je suis un coureur de plus de 30 ans. J'ai gagné 2 étapes de Paris-Nice, 2 étapes du Tour d'Espagne 2016 et une étape Banking du Pays Basque. Qui?
Banking. Ah, Ben King. Non, c'est pas Ben King. Cummings? C'est pas non plus Cummings. J'ai terminé 2 fois 3e du Tour de Burgos, une fois 9e de Paris-Nice, pour tout savoir. Et je suis un bon coureur de grand tour. Mon meilleur résultat en grand tour, c'est 7e sur la Vuelta 2016. Et j'ai quand même terminé De la 7e Cruz. de la Vuelta 2020, exactement, de la Cruz, Robin. Bravo. Bravo. Tu te Ça rappelles avait qui trouvé a ou été en pas? top 10? Comment? T'as dit quoi? Ah Ça a oui, été est-ce que ça a trouvé été avant, trouvé? quoi. Alors, est-ce que ça, Guy Vator a trouvé de la Cruz? Est-ce que ça a été trouvé avant? Ouais, je Non. pense pas parce que ça vient de Non. sortir. Bravo, Hein. Guy Vator. Ça a été Ouais. Et bravo, Robin. Effectivement, tu as été très rapide. C'était des victoires sur Paris-Nice, c'était assez inhabituel. Je cherchais avec ça. Ah. Je cherchais un Espagnol qui avait gagné sur Paris-Nice. Deuxième, qui suis-je? Je suis un coureur de plus de 35 ans, d'un peu moins de 70 kilos. J'ai couru une grande partie de ma carrière dans une équipe française. T'as dit qu'il fait plus ou moins de 70 kilos? Un peu moins de 70 kilos. Ok, ça marche. J'ai gagné la 6e étape du Tour de France 2016. Non, j'ai terminé. Non, mon meilleur résultat, c'est 6e d'une étape du Tour de France, tout simplement. Et c'était en 2016, excusez-moi. J'ai déjà terminé 19e de la Vuelta en 2014. Nicolas Hédé? Ce n'est pas Nicolas Hédé, mais effectivement, c'est un coureur de Cofidis qui court actuellement chez Euskaltel. Luis Angel Maté? Bravo. Bon, il est quand même très fort. Il n'y a rien à Il dire. est fort. Très, très solide. Tu savais qu'il était en ce moment chez Euskaltel? Non, mais je savais qu'il était plus chez Cofidis et j'avais compris plus ou moins que c'était un Espagnol chez Cofidis. Bon. Et vieux. Bravo, Robin. 2-0. Coureur suivant. Cette fois, on va parler d'un coureur un peu plus jeune qui a démarré sa carrière il y a moins de 4 ans. Pour le moment, il ne compte aucune victoire en professionnel. Mais son meilleur résultat, c'est 4e du Trofeo Laigueglia. Cette année, Clément Champoussin? bravo, Polo. Oh bien ouais. Oh, vous m'impressionnez, les gars. Ah, oh, là, On est j'étais. fort. Ah, là, il y a pas le chat, il trouve pas avant nous. Hein. Alors qu'hier, Non. il trouvait tout avant nous. Et là, c'est Zdenek Wood qui l'a trouvé, Champoussin. Bien joué. Bravo. Écoute, il est pas mauvais parce que hier déjà, il nous en a trouvé un ou deux, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça fait 2-1 pour Robin. Ah, je l'aime bien. Après, Polo, il connaît par cœur le classement de chaque année du Trofeo Laigueglia, hein, donc faut dire. C'est vrai, c'est ma course. Je suis l'organisateur du trophée, la Guiguilla, à mes heures perdues. J'ai commencé ma carrière chez Tenax en 2004, mais ça ne va pas trop vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, c'est mon équipe suivante, la Liquigas, de 2005 à 2007. Puis ensuite, j'ai été chez la Barlow World. J'ai gagné 2 fois l'Amstel Gold Race. Gasparotto. Gasparotto, putain. Putain, je l'ai, il sort pas. Putain. Il a dit gars. Gars, il est pas sorti, putain. Enrico Gasparotto. Enrico Gasparotto. J'ai cherché à être très, très rapide cette fois-ci. Ah, bah, 2 fois l'Amstel, ça allait vite. Ah, c'est vrai, 2 fois Amstel pour le coup. Mais putain, il est pas sorti, fait chier. C'est pas sorti. Je vais dire avant, c'est vrai que je pourrais peut-être lancer un sondage parce que j'ai dit le gars avant. Mais... Oui, mais on cherche pas des syllabes. Alors, dernier qui suit, Gilles Vaux, évidemment, 3 points. Putain. Rappelons que Robin, tu mènes 5-3 dans. C'est déjà le dernier là? Ouais, bah il y en a eu 5. Ouais. Il est 20h05. Okay. Je suis né bien, c'est pour ça. en 1984 et j'ai déjà gagné
Un monument. Stiolek. Ah, j'y ai pensé. Mais j'ai J'aurais été le chez seum. Milram Il était chez Milram. 3 années dans ma carrière. Ah, je suis là qu'il a été De chez Milram. 2008 à 2010, pour être tout à fait exact, avant de rejoindre une autre équipe. Attends, mais ça c'est facile ça du coup. Ouais. Dans ma carrière, j'ai gagné la 4e étape du Tour de Belgique en 2006. J'ai gagné le Tour du Qatar en 2014. J'ai gagné à travers la Flandre en 2014. J'ai gagné le Tour de Wallonie en 2015, le Sama en 2016, le Neco Tour en 2016, à nouveau le Sama en 2018. Comment ça? Mais j'ai surtout remporté Terpstra, c'est Terpstra. Terpstra. Effectivement, j'ai surtout remporté de beaux monuments. Lesquels, Roby? Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Roubaix, Tour des Flandres, oui. Voilà. Si je disais qu'il avait gagné ces deux-là, c'était terminé. Vous aviez, Ouais. Ah, vous et aviez puis, gagné. J'étais en train de faire les monuments dans ma tête. Ouais. Et je me suis dit, ouais, ça colle. Milram. Je cherchais juste monument passé par Milram. je cherchais le Samin 2018 et je l'aurais eu le temps que je trouve, j'aurais pu l'avoir un peu après. C'est Putain. vrai que le Sama avec Damien Godin qui avait fait un numéro ce jour-là, je me rappelle. Tout à fait. Du coup, qui l'avait trouvé dans le chat? Mais personne, je crois. Ouais. J'étais en train de regarder là et. Ouais, Alors, un sorcier, c'est vrai, c'est le sorcier. il y a un Il y a des bons gars de Milram qui sont sortis, c'était incroyable. Hausler, j'y ai pensé, mais il n'avait pas gagné de Bah ouais, monument. moi Ouais, il J'ai était pensé chez à Petaki Milram. aussi. Je ne savais pas du tout qu'il avait été chez Milram. Ouais. Et Petaki aussi, il a fait Milram, mais je me suis dit, putain, il est trop vieux, Petaki, il Ouais. n'est pas dans 84. Ouais, clairement. Donc bravo, Mais c'était pas Robin. mal. Bravo, Robin, Ça fait bravo. 6-3. Merci. 6-3 dans Bravo, ce bravo. chat, dans ce quiz. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, gros suivi de roue libre, Polo, pour la fin de ce Tour de France. Ouais, tout à fait. Demain, bah, déjà, on se retrouve le matin chez Winamax pour donner les bonnes cotes, les cotes boostées du jour. Toujours sympa à jouer parce qu'on vous en propose des belles. Après, on se retrouve à 16h30 tous les trois avec le chat pour vivre la fin de l'étape de Quillan tous ensemble sur la 16h30. chaîne Le Stream à 16h30. Et ensuite, à 19h, bah, votre rendez-vous quotidien sur Twitch, 19h-20h, débrief de l'étape avec Robin, Joseph, c'est sûr, et moi peut-être. C'est pas encore certain. Donc voilà, les gars. Demain, grosse journée. Effectivement, grosse Parfait. journée. Si tu fais les trois, Polo, tu auras fait 4h15 de live. Donc ce serait. Sachant qu'entre les deux, je fais aussi peut-être le récap sport, donc ça fait encore plus. Ah, sympa. Ça fait un beau samedi, ouais. Un très beau samedi. Et il faut faire un point fantasy, non, les gars? Ah oui, tiens. Ça m'arrange un peu moins cette fois parce que j'ai pris un petit tir aujourd'hui. J'ai mis Sonny Colbrelli. Moi, j'ai mis quoi? J'ai mis Matthews, il me semble. Ça m'arrange moins, mais effectivement, on va quand même faire un petit point sur la. Il y a des questions sur où est-ce qu'on nous voit. Je réponds vite fait. Où est-ce qu'on vous voit sur Winamax? C'est sur soit sur Winamax sur le site, soit sur YouTube ou Twitch de Winamax. Et il y a Teus qui demande on change de chaîne Twitch ce week-end. C'est seulement pour l'émission de 16h30. À 19h, on est de retour sur la chaîne, celle-ci, celle que vous connaissez. Mais à 16h30, c'est sur la chaîne Le Stream. À 19. Ah oui, à 16h30, c'est sur la chaîne Le Stream, oui, tout à fait. Et pas de classement aujourd'hui. Michel, il va le mettre plus tard sur le Discord. Ok, ça marche. Et on le rappelle, sur le Discord, ceux qui ne l'ont pas encore, rejoignez le Discord. Donc c'est un réseau social qui ressemble à ça et sur lequel voilà, on discute tous ensemble. Il y a plein de salons différents. Il y a des quiz. On parle du Giro 2021. On avait parlé du Giro 2021. On parle du Tour de France 2021. Il y a des quiz aussi qu'on se fait toute la journée. Il y a même un salon autre sport pour parler un peu de tout et de rien. Course du jour, résultats, on se fait des pronos, on en parle. Il y a même un salon transfert sur lequel vous balancez vraiment toutes les news. Il y a même des prolongations de U23. Donc au moins, si on a envie d'être bien tenu au courant sur l'actualité du cyclisme, c'est vraiment ce Discord-là qu'il faut rejoindre, les amis. Et donc du coup, on vous a mis le lien qui est un peu plus haut dans le chat. Merci Polo, merci Robin. Merci à toi, Joseph. Demain, pour un nouveau débrief de la 14e étape du Tour de France. Déjà, ça arrive fort, ça. Mais on va se régaler quand même. Allez, ciao les rouleurs, bisous.
Ciao.